Le sujet est connu, on sait, des jeunes s'intéressent davantage au tabac, beaucoup plus à la cigarette. Et les statistiques révèlent qu'un jeune sur deux consomme véritablement ce tabac-là. Et ça fait problème au niveau de la vie sociale, au niveau de la vie parentale également. Donc au Cameroun, en Afrique et même ailleurs, c'est un problème de santé publique selon bien entendu les États. Et pour parler notamment du tabagisme, nous recevons le professeur Agodo Kwesi, qui est d'ailleurs agrégé de pneumonie. Il est donc notre invité pour cette autre édition de Actu Santé. Professeur, merci de répondre à nos questions. Vous êtes notre invité, vous êtes au Cameroun. Merci. Merci de me donner cette opportunité, ou cette tribune-là, de m'adresser aux concitoyens camerounais sur ce sujet d'importance qui est le sujet du tabagisme. Qu'est-ce qui vous amène au Cameroun? Nous sommes là pour partager un peu avec les confrères camerounais, notamment les pneumologues. La pneumologie, c'est cette discipline-là qui s'occupe des maladies respiratoires d'une façon globale. Et nous sommes là pour partager avec les collègues du Cameroun sur les différentes préoccupations qui sont les nôtres dans ce domaine qui est notre domaine d'exercice. C'est cela qui justifie ma présence ici à Douala depuis quelques jours. Et j'avoue que je suis très émerveillé de l'accueil que je reçois ici. Alors, merci donc de partager avec également nos grands publics, les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Mais avec vous, on parle donc du tabagisme qui est un véritable phénomène. Vous l'avez entendu dans mon introduction tout à l'heure. Un jeune sur trois consomme du tabac. Est-ce que c'est un problème? C'est un gros problème. C'est un fléau, j'allais dire. Parce que, vous savez, la plupart de nos pays en Afrique subsaharienne, 50% de notre population a moins de 18 ans d'âge. Alors, si dans 50% dans une population, vous avez le tiers qui fume, mais c'est extrêmement grave, vu les conséquences de ce tabagisme-là. Parce que les conséquences sont nombreuses. Alors, pour planter le décor, je vous dirais que les conséquences sont d'abord d'ordre social. Ensuite, vous avez les conséquences d'ordre économique. Et puis, toutes ces conséquences, bien sûr, liées aux problèmes sanitaires que cela engendre. Donc, c'est vraiment lourd comme conséquence, ce acte banal qui apparaît comme banal de mettre une cigarette à la bouche, de frimer et de croire que, comme disait un auteur, un rideau de fumée devant soi, mais en réalité, ça ne change rien à vos problèmes, sinon que ça ne fait qu'augmenter vos soucis. Je voudrais rappeler que je disais tout à l'heure, vous êtes agrégé de pneumologie plutôt que de pneumonie. Voilà, donc vous êtes avec nous. Alors, lorsqu'on parle du tabagisme, qu'est-ce qui peut motiver un jeune, un être humain, à s'intéresser au tabac, par exemple? Merci. Il faut commencer déjà à définir le tabagisme pour situer un peu les choses. D'abord, le tabagisme, c'est l'exposition au tabac. Le tabac, il peut être chiqué, il peut être mâché, mais surtout fumé. C'est cette variété qui est la plus importante. Et donc, quand on choisit de s'exposer à la fumée du tabac, ça détermine donc le tabagisme. Mais il faut savoir que dans ce tabagisme, il y a la notion de tabagisme actif et le tabagisme passif. Actif, c'est celui-là qui décide de façon active, par lui-même, de s'exposer. De manière volontaire. De manière volontaire. Alors que le passif, c'est quelqu'un qui est dans l'environnement de quelqu'un qui fume et qui va subir aussi les conséquences au même titre que ce dernier en fonction de la proximité ou en fonction de la fréquence de l'exposition. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on a vu quelqu'un d'autre fumer qu'on s'intéresse également, ou encore que les parents ont fumé et aussi les enfants peuvent également le faire? Merci. Les déterminants de tabagisme sont nombreux. Comme disent un certain nombre d'auteurs, le tabagisme, c'est la rencontre en fait d'un individu avec un produit qui a une propriété psychoactive. Donc, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Parmi ces facteurs, les facteurs les plus souvent retrouvés dans la plupart de nos études, les études que nous avons réalisées en Afrique subsaharienne, c'est essentiellement le snobisme, le mimétisme. On a envie d'imiter. On a vu dans un film, on a vu le héros qui avait un magot de cigarette à la main. On a vu et on pense que cette image que ventilent les grands films de cigarettes, comme pour lier le succès ou la réussite
au tabagisme est sans doute quelque chose qui conduit les jeunes vers le tabagisme. Donc c'est beaucoup plus le snobisme, le mimétisme. Deuxième élément également, tout dépend également de l'environnement. Si vous êtes dans un environnement où vous avez des parents qui fument, des amis qui fument, il apparaît comme une banalisation de la cigarette et vous pouvez y entrer. Il y a bien d'autres raisons, qui peuvent pousser, mais ce sont les raisons qui sont les plus fréquemment retrouvées. Malheureusement, une fois que vous y entrez, on n'en sort pas facilement. Et c'est là également tout le drame du tabagisme. Alors, il y a un autre volet qui pourrait sûrement interpeller ou attirer l'attention des jeunes qui nous regardent. Lorsqu'on veut faire la cour à une fille, on se met à fumer parce qu'on estime que les filles aiment bien les gars qui fument. Vous avez parlé de mimétisme tout à l'heure et de snobisme aussi. Alors, donc, puisqu'on parle de tout cela, ça a un impact dans la vie de celui qui consomme. Exactement, ça a beaucoup d'impact. Alors, non seulement, j'insistais sur le fait qu'on assiste de nos jours à une banalisation, mais fumer, ce n'est pas quand même quelque chose qui donne une bonne image de soi. Ça, c'est la première conséquence. Fumer, nous sommes dans des pays pauvres. Nous avons des priorités. Fumer, quand même, ça brûle la poche. Comme il est écrit sur une affiche que j'aime bien. Fumer, ça brûle la poche parce que c'est de l'argent qui aurait pu servir à manger, qui aurait pu servir à régler d'autres soucis que l'on va mettre dans la cigarette pour juste un plaisir de quelques secondes. Donc ça, c'est d'abord cet aspect-là. Maintenant, rentrons sur le plan purement médical pour dire que de la tête, j'insiste, de la tête aux pieds, ça n'a que des conséquences. Ce tabagisme-là. Alors, le pneumologue, de par les pathologies qu'il est amené à prendre en charge, quand on fume, c'est le système respiratoire, c'est les poumons qui sont les premiers à être agressés. Mais il faut dire que, comme je le dis, tous les appareils du corps humain peuvent être atteints par les effets de cette exposition prolongée à la fumée du tabac. Alors, on prend le cas qui vous concerne, les poumons par exemple. Alors, avant d'arriver dans les poumons, la cigarette qui est introduite au niveau de la bouche, donc cette fumée-là agresse la muqueuse buccale. On connaît aujourd'hui de façon assez bien claire les relations qui existent entre le fait de fumer et les infections de la bouche. Parce que cette fumée-là va passer d'abord dans la bouche. Donc, ça va fragiliser la bouche. Ça va fragiliser ce qu'on appelle l'écosystème au niveau de la bouche. Ensuite, donc, on sait que les fumeurs ont beaucoup plus d'infections des poumons, de la bouche. Ils ont beaucoup plus d'infections au niveau de la dent. Ils ont beaucoup plus de caries. Sans oublier un élément très important, la fumée agit sur les papilles gustatives, les papilles qui nous permettent de sentir le goût. Et c'est là déjà l'une des premières conséquences, parce que ça fragilise. Donc, vous avez une perversion du goût. Alors, quand on a une perversion du goût, qu'est-ce qui va se passer? On a tendance à manger beaucoup plus épicé, parce qu'on veut sentir. On cherche à sentir. Le piment, par exemple. Le piment, par exemple. Or, tout le monde sait le rôle des épices dans l'organisme. Les conséquences, je veux dire, les épices, c'est bon d'en manger, mais quand on en mange trop, ça n'a que des conséquences. On connaît la relation entre les épices et un certain nombre de maladies, l'hypertension artérielle et tout ça. Alors, puisque les papilles gustatives sont atteintes, qu'est-ce qui va se passer? On mange beaucoup plus sucré. On a tendance à manger. Donc, quand vous mettez le sucre dans, par exemple, l'alimentation, quelqu'un qui fume, il ne le sent pas bien. Donc, il en met beaucoup. Or, on connaît les conséquences du sucre également sur l'organisme. Voyez-vous? Alors, quand les papilles gustatives sont atteintes, j'insiste beaucoup, même les mets, nos sauces que nous préparons habituellement, pour les sentir, on a besoin parfois d'en manger d'assez grande quantité. Et parfois, la recherche de cette saveur-là pousse ces gens-là à manger beaucoup plus gras. Ça, c'est au niveau de la bouche. Quand cette fumée-là a traversé, va venir dans la gorge. Sur tous les paquets de cigarettes, on voit la relation qui existe entre fumer et développer un cancer de la gorge. C'est la même chose qui va se passer au niveau des poumons. Le risque de cancer, c'est connu. Depuis les années 1950, on connaît. Si vous fumez au-delà d'un certain seuil, au-delà d'une certaine période, apprêtez-vous
dès la quarantaine, a subi votre cancer du poumon. Voyez-vous. Il y a, en dehors du cancer, qui est le plus connu, il y a d'autres maladies qu'on appelle la bronchite chronique, mais qui est aussi grave que le cancer. Parce qu'une fois que vous êtes attaqué par cette maladie, vous avez une qualité de vie qui est pratiquement nulle. Vous êtes constamment essoufflé. Constamment essoufflé. Vous ne pouvez pas accomplir des activités en rapport avec votre âge. Vous imaginez, vous devenez sédentaire. Et quand vous devenez sédentaire, toutes les vilaines maladies apparaissent. L'homme est d'abord mouvement. Le jour où le mouvement cesse, toutes les vilaines maladies apparaissent dans son corps. Voilà ce que va entraîner la bronchite chronique. Entre-temps, bien évidemment, vous êtes client fidèle des hôpitaux. 1, 2, vous avez une infection. Parce que le tabagisme a affaibli toutes les défenses de votre organisme. Et 1, 2, vous faites une infection respiratoire. 1, 2, vous faites une infection respiratoire, vous vous retrouvez à l'hôpital. Si vous en avez les moyens, vous pourrez peut-être avoir de l'oxygène à domicile, mais avec tout le coût que ça pourrait comporter. Voyez-vous, avant qu'on en arrive à cette étape-là, toutes les maladies pulmonaires ont comme facteur de risque le tabagisme, l'infection du poumon, la tuberculose. On sait qu'il y a plus de tuberculose. Nous allons tous entrer en contact avec le germe de la tuberculose, mais parce que moi je fume, je vais rapidement développer la tuberculose que quelqu'un qui ne fume pas. Voyez-vous. Donc, il y a toutes ces vilaines maladies-là qui vont attaquer le poumon et qui vont à la fin entraîner une réduction de l'espérance de vie. Ceux qui vont commencer à fumer à 20 ans, à 40 ans, vont commencer à mourir. Vous voyez? Et s'ils meurent d'une mort aussi violente comme le cancer ou chose, c'est bon. Mais avant ça, j'ai parlé de la bronchite chronique, j'ai parlé de l'insuffisance respiratoire, qui sont des conséquences graves et qui vous pourrissent la qualité de vie. Est-ce que pour une cigarette fumée, on va accepter de prendre ce risque-là? Parce que, comme je le disais tantôt, au départ, tout commence simplement comme un jeu. Comme un jeu. On a envie d'imiter, on a envie d'avoir un rideau de fumée, on a envie de paraître un peu beau, un peu élégant, frimeur, hein, comme le personnage de film. Mais après, très tôt, on devient accro. Et c'est ça encore une des conséquences de ce tabagisme-là. On devient accro. Alors, professeur, vous avez ça, c'est le cas d'un fumeur actif. Maintenant, le fumeur passif, c'est peut-être avec beaucoup de modération. Ou alors l'impact n'est pas le même. Alors, vous m'amenez là à parler de ce tabagisme passif. C'est passif, vous subissez. Alors, vous êtes dans l'environnement de quelqu'un qui fume. Quand quelqu'un fume, imaginez, quand quelqu'un fume, il y a la cigarette qui consume, qui libère la fumée dans l'organisme. Lui-même, il aspire sa cigarette et ensuite, quand ça a fait le tour, quand c'est rentré dans son système respiratoire, il refoule encore une partie. Donc, celui qui est à côté de lui respire pratiquement la même chose, sinon même plus que lui. Donc, il y a un risque. Et ça a été prouvé dans le temps. On a compris que les épouses, les femmes des grands fumeurs, eux aussi, à la suite de leur mari, développaient aussi leur cancer et mouraient. On a même vu les animaux domestiques de ces gens-là mourir. Mais ça, c'est l'histoire qui a permis de rétablir un certain nombre de choses. Et plus récemment, le tabagisme passif, les enfants. C'est extrêmement grave. Les enfants qui vivent dans l'environnement d'un fumeur, voyez-vous, ces enfants, ils développent plus tard des maladies liées au tabagisme. Si entre-temps eux-mêmes ne deviennent pas tabagiques, toutes choses qui accélèrent les différentes conséquences dont je vous ai parlé. Donc, il y a le risque également de ce tabagisme passif. Bien évidemment, cela dépend de la proximité avec celui qui fume et également de la fréquence à laquelle ceci se réalise. Le contact se poursuit, mais cela n'est pas à négliger. Donc, c'est cela qui explique que on aménage des espaces fumeurs. Parce que quelqu'un qui est dans son bureau et qui fume, qui environne tout le monde, il fait subir les mêmes conséquences aux autres. Alors, professeur, quelqu'un vous dira, en tout cas, du moins ceux qui nous regardent, qui nous suivent en ce moment, quelqu'un vous dira que je fume depuis des années, j'ai mon épouse, mes enfants, sans certainement connaître le risque que ça peut avoir au niveau de son environnement. Vous avez évoqué tout à l'heure, celui qui fume, qui renvoie la fumée et qui est inhalé par le fumeur passif est
tout aussi victime que celui qui... Exactement, exactement. Et c'est là où cette affaire nous concerne tous. Il n'est pas question de dire, moi, je ne fume pas, c'est l'autre qui fume, ça fait son problème. Non, c'est un problème de santé publique. Ça nous concerne tous et nous devons tous nous lutter contre ce phénomène-là. Bien évidemment, je voudrais quand même revenir sur un certain nombre de choses parce que je suis allé directement pour ce qui me concerne sur le domaine des maladies respiratoires. Mais il y a beaucoup, je vous ai dit, de la tête aux pieds, le tabac n'épargne aucun organe. Je vous l'ai dit, on a montré, et particulièrement lorsque la femme fume, que c'est encore plus grave. Pourquoi? Parce que non seulement la femme va avoir toutes les conséquences que l'homme a, mais la femme va être atteinte normalement dans sa féminité. Les femmes qui fument ont plus de risques de ne pas concevoir. Ça diminue la fécondité. C'est pareil également chez l'homme. C'est important à ce niveau-là, il faut comprendre. C'est quelque chose d'extrêmement important. Les hommes qui fument, je le reprécise, les hommes qui fument sont moins fertiles. C'est-à-dire qu'ils produisent, les spermatozoïdes qu'ils vont produire sont affaiblis. C'est la même chose des ovules chez la femme. Voyez-vous? Alors, une femme qui fume, elle a une fécondité qui baisse. Quand elle arrive à concevoir, ce n'est pas évident qu'elle puisse amener la grossesse à terme. Une fois qu'elle a amené la grossesse à terme, ce n'est pas évident pour cet enfant-là, parce que cet enfant, il est enfumé très tôt et il va développer les conséquences. Non seulement il va grandir, il va se retrouver dans un environnement de banalisation de tabagisme, il va certainement retomber. Et avant que tout ça n'arrive, ces enfants-là, on sait aujourd'hui de façon précise, il y a une entité qu'on appelle la mort subite des bébés. C'est 4 fois plus fréquent chez les femmes qui fument que chez les femmes qui ne fument pas. Elle étale son bébé, elle vient voir son bébé mort. Tout simplement parce que cet enfant a fait un bronchospasme, un spasme violent des bronches, et puis il décède. Alors, donc, voyez-vous, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. On ne pourra pas, sur ce plateau de télévision, tout débattre. Voyez-vous, on ne pourra pas tout débattre, mais ça n'a que des conséquences sur toute la ligne. Donc, il ne faut pas... Tous les problèmes de santé auxquels nous sommes confrontés lorsque il y a un tabagisme, ces problèmes-là, je vous dis, sont nombreux. Ces problèmes sont nombreux et on n'a aucun intérêt à y entrer. Alors, un jeune professeur, un jeune qui fume maintenant est poussé à aller plus loin. C'est-à-dire quoi? Prendre non seulement la cigarette simple, mais prendre des stupéfiants. Il y a la drogue, il y a autre. Ça pousse davantage à aller jusque-là parce qu'on voudrait davantage être en activité. On espère qu'en prenant au-delà de la cigarette, on peut prendre la drogue pour être très présent ou plus présent sur ce qu'on voudrait faire et avoir plus de courage aussi. Oui, bien évidemment, ça c'est le propre de la cigarette et c'est ça tout le phénomène de dépendance dont je vous parlais. Au départ, c'est juste une petite cigarette pour frimer. Mais après, vous habituez votre organisme. Il y a une substance dans la cigarette, dans la fumée de cigarette. Au passage, il faut rappeler que dans la fumée de cigarette, il y a plusieurs milliers de substances. Et il y a une qu'on appelle la nicotine qui va induire la dépendance. Alors, quand la personne tire une cigarette, les secondes qui suivent, il ressent comme une sensation de plaisir dans son corps. C'est ce qui se passe au départ, mais ce n'est qu'un plaisir éphémère qui ne dure que quelques secondes. Et quand il ressent ce plaisir, il a envie de le renouveler. Donc, il commence à en prendre davantage. Vous voyez, on appelle ça le phénomène du renforcement positif. Il en prend davantage. À force d'en prendre davantage, finalement, il élève son seuil. Au départ, il prenait juste une tige par jour et ça lui procurait le plaisir. Après, il passe à 5, il passe à 10, il passe à 20, il passe à 40, il passe à 60. Tout un paquet. Tout un paquet. Voyez-vous, 2 paquets. Il y en a même plus. Et à un moment donné, il élève son seuil. C'est-à-dire que quand il prend 1 ou 2 tiges, ça ne le satisfait plus. Il a besoin de prendre tout le paquet. Or, plus vous en prenez, plus vous augmentez les risques des maladies dont on a parlé tout à l'heure. Voyez-vous? Et c'est ce phénomène-là qui va faire que finalement, l'addiction va s'installer. C'est ça l'addiction. Quand il ne prend pas la cigarette, il n'est pas bien. Quand il en prend, il lui faut prendre de grandes quantités. Et jusqu'au moment où la cigarette n'arrive plus à lui suffire.
il en prend 2, 3 paquets, il n'est pas satisfait, il va chercher d'autres substances. Vous voyez le lien avec les autres addictions. Il va compléter avec l'alcool. Entre-temps, le café est devenu un pipi de chat, ça ne suffit pas. Il a besoin de compléter avec d'autres substances, d'autres substances, d'autres substances. Et entre-temps, c'est également un problème d'insertion sociale parce que quelqu'un qui fume à cette allure-là a des problèmes par rapport à son adaptation en société. Donc, vous voyez les autres problèmes que ça pose. Je n'ai pas abordé le problème de la virilité chez l'homme, par exemple. Dites-nous. Ah, le tabac abat l'homme dans sa virilité. Ça diminue l'homme. Ceux qui fument, et qui fument beaucoup au-delà d'un certain seuil, ont leur virilité qui diminue. Donc, ils sont incapables d'entretenir de bonnes relations conjugales, d'assumer leurs devoirs à la maison. Vous voyez la conséquence. Un père de famille qui n'assume pas, il n'y a pas la gaieté dans la maison. Voyez-vous, la maison n'est pas gaie. Si la maison n'est pas gaie, la maison devient un enfer. L'éducation des enfants est boycottée. Est-ce qu'on peut s'autoriser soi-même à prendre son argent pour aller s'acheter la mort? Voilà autant de questions. C'est une question en tout cas, professeur. Mais déjà, en un mot, lorsqu'on atteint la dépendance, vous avez évoqué tout à l'heure, il y a quand même l'apparence physique de celui qui fume. Un adulte, par exemple, il perd le poids, il vieillit avant le temps, comme on dit. Merci, il vieillit avant le temps. Et ça c'est sûr, la moitié des fumeurs n'atteignent pas n'atteignent pas l'âge de maturité. C'est connu, voyez-vous. Donc, il y a beaucoup de conséquences dans cette affaire et il n'est pas bon d'encourager les gens à ce. Est-ce qu'on peut éviter le tabac? On peut vivre sans consommer le tabac? Exactement. Il y a beaucoup de gens qui vivent sans tabac. Donc, il faut éviter le tabac. Maintenant, il faut lutter pour que les jeunes n'adhèrent pas parce que l'industrie du tabac, malheureusement, connaît ça et s'adresse aux jeunes. Donc, il faut éviter que les jeunes entrent dans le tabac. Pour les gens qui sont entrés, à un moment donné, il faut pouvoir s'en sortir. Et il n'y a que, et c'est là où il faut louer cette émission, parce que les gens ne savent pas. Hein? Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'erreurs que nous commettons parce que nous ne savons pas. Est-ce que les gens ont vraiment l'information? Il faut que les gens aient l'information et c'est pourquoi je salue cette émission. C'est pourquoi je n'ai pas hésité tout de suite un instant à répondre parce que je pense que c'est parce que les gens ne sont pas suffisamment sensibilisés et il faut travailler davantage tous les jours à sensibiliser les gens. Si les gens savent que derrière cette petite cigarette-là, il y a ce lot de conséquences aussi bien sociales, aussi bien économiques, aussi bien sanitaires, je pense qu'ils ne s'engageront pas. Et même s'ils étaient déjà engagés et qu'ils le savent, ils vont pouvoir s'arrêter. Donc, quand on entre dans le tabagisme, il faut pouvoir, si la personne connaît les conséquences, il doit pouvoir prendre la décision de pouvoir dire, cette affaire, il faut que j'en sorte. Voilà. Est-ce que c'est facile de sortir en 30 secondes? Nous sortons de l'émission aussi. Justement, c'est ça toute la difficulté. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a la dépendance qui va s'installer. Et par rapport à cette dépendance, il faut déjà que le sujet prenne conscience. S'il prend conscience, ensuite, il faut qu'il sache les conséquences et que deuxième, qu'il se décide à sortir. Parce que s'il ne se décide pas, ce n'est pas évident. Il faut qu'il se décide. Et une fois qu'il s'est décidé, il peut se confier à un professionnel de la santé. Je connais des collègues camerounais qui savent prendre bien en charge ce genre de situation. Donc, il faut rencontrer un médecin, il faut rencontrer un pneumologue, lui poser son problème. Il va analyser, il va évaluer votre degré de dépendance et en fonction de ça, en fonction également de votre contexte, il va pouvoir vous prodiguer des conseils pour pouvoir sortir de cette affaire. Professeur Agodopessi, Gildas, voilà, j'ai failli oublier le prénom. Vous êtes agrégé de pneumologie, vous êtes enseignant d'université en même temps, il faut le rappeler, surtout au Bénin, chez vous. À l'université d'Abomey-Calavi. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes là pour un congrès. Merci également de partager avec les Camerounais. Merci, c'est un plaisir. Madame, monsieur, vous l'avez compris, la suite, c'est sur Equinox Télévision. Au revoir.